On va faire un résumé de ce qu'on a vu en apprentissage bayésien. On a vu en fait deux algorithmes. On a vu le premier qui est la régression linéaire bayésienne, où ce qu'on a utilisé comme probabilité des données sachant notre modèle, c'est ce qu'on avait déjà utilisé en fait pour la régression linéaire normale. Okay? Donc on suppose que la moyenne des cibles, c'est mon modèle, la sortie de mon modèle, puis il y a une variance autour de ça qui est associée au bruit que je suppose qui a été ajouté aux données. Donc c'est quelque chose qui n'est pas prévisible à partir de X. Mais j'utilise maintenant un a priori sur W. Donc mon P de modèle, ça va être quoi? Dans ce cas-ci, ça va être une loi gaussienne de moyenne 0. Puis avec une matrice de covariance ou sur la diagonale, j'ai 1 sur alpha. Et là, si je calcule, quand je fais l'entraînement dans le cadre bayésien, c'est de calculer finalement ma loi a posteriori sur mes paramètres étant donné mes données. Dans ce cas-ci, c'est une loi qui est gaussienne, puis sa moyenne est donnée par ça ici, puis sa variance, la matrice de covariance est donnée par ça ici. Mes hyperparamètres, c'est alpha et bêta. Puis faire une prédiction, dans ce cas-ci, en fait, ça se trouvait à juste prendre le vecteur phi de x transposé pour mon nouveau point x pour lequel je vais faire une prédiction, puis le multiplier par la moyenne de ma gaussienne, ma loi a posteriori sur mes paramètres. Puis en plus, j'ai une variance. Je pourrais calculer c'est quoi ma variance, mon incertitude par rapport à cette prédiction-là. Et donc, faire ça ici, en fait, c'est l'équivalent de calculer P d'une nouvelle cible T, étant donné toutes les cibles que j'ai vues jusqu'à maintenant. Okay. Faire ce calcul-là, ça correspondait à ça dans mon apprentissage bayésien. Puis, on a vu comment faire la régression avec processus gaussien ou la régression linéaire, mais à noyau, bayésienne. Mais dans ce cas-ci, mes données, je suppose qu'ils ont été générées encore une fois comme c'est une version brutée de ma fonction y de x. Puis une façon de le voir, c'est que ma fonction y de x, c'est un processus gaussien. C'est-à-dire que n'importe quel vecteur des valeurs de y de x évalué en n'importe quel point, ça va suivre une gaussienne, puis sa matrice de covariance avec la matrice de Gram. Puis ben, l'entraînement dans ce cas-ci, c'est faire quoi? Ben, c'est calculer qu'est-ce que je vais avoir à réutiliser lors d'une prédiction. Je pourrais juste calculer ma matrice de Gram, par exemple. Puis si je fais une prédiction, c'est faire quoi? Ben, c'est calculer cette expression-là. Ça, en fait, c'est la moyenne de ma nouvelle cible, selon mon modèle, étant donné toutes mes cibles dans mon ensemble d'entraînement. Un autre genre d'entraînement aussi qu'on pourrait faire, c'est calculer carrément tout de suite cette matrice inversée-là aussi. On pourrait faire ça dans l'entraînement. C'est une autre option. On ferait un petit peu plus de calcul lors de l'entraînement, puis on n'aurait pas à inverser à chaque fois une matrice. C'est une possibilité. Parce que dans l'expression ici, qu'est-ce qui va varier en fonction de x? C'est juste ça, en fait. Okay. Puis en plus, ben, je pourrais fournir lors de la prédiction une confiance sur ma prédiction, une variance de ma prédiction. De façon générale, en apprentissage bayésien, ce qu'on a ajouté, en fait, c'est la notion d'un a priori sur les modèles. Comment on choisit cet a priori-là en pratique? Si on s'attaque à un problème sur lequel on ne connaît absolument rien, c'est beaucoup mieux de choisir une loi a priori qui a une entropie élevée, c'est-à-dire qu'elle assigne des probabilités non nulles à plein de modèles différents. Okay? Ça veut dire qu'a priori, on ne connaît absolument rien on n'a aucune préférence sur les modèles, parce qu'on ne connaît rien du problème. Donc, en anglais, on va dire qu'on a un flat prior. Donc, ma loi a priori est plate, une entropie élevée. Puis, on va laisser les données, finalement, dicter quels sont les modèles qui sont les plus vraisemblables. On pourrait aussi avoir une loi a priori qui a des hyperparamètres, puis les traiter comme des hyperparamètres normaux. Prendre un ensemble de validations de côté, puis valider finalement l'hyperparamètre, ce qui nous permettrait de déterminer un peu à quel point on veut que notre loi a priori ait une haute entropie ou pas. Et par contre, si on connaît bien notre problème, si on a de l'information sur c'est quoi des solutions qui ont du sens pour notre problème. Puis entre autres, il y a certaines solutions qu'on sait qui ont une très très petite probabilité ou voire qui sont impossibles comme solution pour mon problème. Ben, c'est le genre d'information qu'on veut incorporer dans la loi a priori. Puis là, normalement, si c'est de la bonne information qu'on incorpore, on va avoir des bons résultats. Ça va un peu remplacer des données qu'on aurait pu collecter en plus, finalement. Mais il faut faire attention, si l'information qu'on incorpore n'est pas juste, qu'elle ne correspond pas à la réalité, ça se peut qu'on paie alors un prix sur la performance. Ça se peut qu'on ait besoin de collecter pas mal plus de données pour avoir une meilleure performance. Pourquoi? Parce que là, ça va nous prendre des données pour finalement nous contredire. Il va falloir qu'il y ait assez de données pour contredire notre loi a priori.
Okay? Donc, il faut quand même faire attention lorsqu'on définit une loi a priori pour ne pas mettre de l'information, finalement, incorporer de l'information, des a priori qui sont faux. Ce qui fait qu'en pratique, souvent, ce qu'on utilise, c'est un a priori qui est qui a une grande entropie, en fait, qui favorise pas vraiment un modèle plus qu'un autre. Puis, donc, l'apprentissage bayésien, c'est vraiment quelque chose de très général. Ça s'applique à plein d'autres modèles, en fait. Donc, la régression logistique dont on a parlé, on peut en faire une version bayésienne. On peut faire de la classification avec les processus gaussiens aussi, d'avoir un genre de classification à noyau, mais basée sur les processus gaussiens. Puis, il y a quelque chose d'intéressant aussi avec l'apprentissage bayésien, c'est que plutôt que de faire la sélection de modèles qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est possible d'optimiser les hyperparamètres sur notre ensemble d'entraînement sans trop risquer de faire du surapprentissage. Et je n'aurai pas le temps d'embarquer là-dedans, mais pour en savoir plus, vous pouvez aller voir cette section-ci dans le livre, les autres sections pour voir d'autres applications de l'apprentissage bayésien.